Cette deuxième partie, elle va parler de quelques solutions qu'on a trouvées et puis quelle est la diminution des risques qu'on rencontre maintenant lors de la conduite. Donc, quelles sont les formes d'assistance qui peuvent aider les personnes âgées, mais aussi les autres, pour justement nous faire nous sentir plus en sécurité dans son véhicule. Un véhicule n'est pas toujours solide et puis peut plus ou moins être affecté. Heureusement, on n'a pas tous des voitures aussi fragiles que celle-ci. C'est Bourvil hein, dans le... Je crois que sauf erreur, parce que j'ai vu une fois le film, mais il touche une autre voiture puis elle tombe en pièces comme ceci. C'est une très belle scène. Mais ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des changements par rapport au véhicule. Et ici, j'ai une petite vidéo que je vais vous montrer où on va surtout se focaliser sur qu'est-ce qui se passe entre un modèle qui date de 59 et un qui date de 2009. 50 ans de différence. Donc là, on voit l'accident avec l'impact. L'impact est similaire pour les deux véhicules avec un choc frontal. Donc on va voir une autre. Donc ça, maintenant, on va aller voir depuis la poste latérale. Regardez ce qui se passe au conducteur ici, hein, avec la déformation du véhicule et sa projection. On a la même image maintenant avec un véhicule 50 ans plus âgé. Donc il y a l'airbag qui saute, on voit la déformation du véhicule, on a beaucoup moins d'effets. Maintenant, on va voir la même chose, mais cette fois-ci depuis dans le véhicule. Regardez l'impact du volant contre la personne, le recul du siège. Cette personne, la vélocité qu'elle prend directement sur son thorax, elle serait probablement décédée. On regarde exactement le même impact sur une voiture moderne. Même les pieds hein, qu'on voit dessous, il n'y a aucun mouvement. Donc, il y a l'airbag, le siège il monte en avant, la personne elle est complètement intègre. Elle aura probablement quasiment aucune lésion permanente. Et ça, c'est 50 ans de technologie qui permettent cette différence. Et ce qui font qu'aujourd'hui, si on regarde les projections par rapport aux accidents, on a des changements radicaux au niveau des décès. Ce n'est pas uniquement lié au véhicule, c'est aussi lié à la sécurité routière. Mais au niveau de la sécurité routière, si on regarde le nombre total d'accidents, il n'y a pas une énorme différence qui est arrivée depuis les années 60. Maintenant, si on regarde qu'est-ce qui se passe au niveau des victimes tuées, on est passé de 1700 dans les années 70 à 229. Il n'y a pas beaucoup d'endroits au niveau des mesures de santé ou de politique où on a réussi à avoir un tel impact sur une diminution des risques. Maintenant, ce qui est impressionnant, c'est qu'on pourrait se dire « ouais, mais on a moins de décès, mais il y a peut-être plus de blessés graves ». Eh bien non. Si on regarde au niveau des blessés graves, on est passé de 15 000 à 4 000. Et ça, c'est le nombre absolu en Suisse. On ne tient pas compte de l'augmentation de la population plus l'augmentation des transports. Il y a plus de voitures, les gens conduisent plus. Donc le risque absolu quand vous êtes au volant, il a diminué drastiquement. Pourquoi et comment? Je vais vous épargner du détail de tout le développement. Ici, on a différents types d'accidents qui ont lieu, différentes technologies qui ont été développées, hein, qui sont illustrées ici, et qui ont été introduites dans le temps. Hein. Ça, c'est les plus anciens qui vont vers les plus récents. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a une orientation vers la technologie qui ne vise pas uniquement à préserver les conducteurs, mais aussi les gens à l'extérieur du véhicule, notamment au niveau des cyclistes et des piétons. Et qu'est-ce qu'on utilise pour eux? On a différentes technologies que je vais peut-être vous donner. On a l'évitement des collisions frontales. Donc, c'est un élément automatique sur le véhicule qui détecte un objet qui se rapproche. Soit il y a un avertissement sonore, mais maintenant, les voitures, si on dépasse un certain temps, elles freinent automatiquement. Et du coup, on ne peut pas entrer dans un piéton qui entre sur la route. Même si on est distrait et on ne le voit pas, la voiture va s'arrêter automatiquement. On a la conduite automatique sur autoroute. Donc, toutes les personnes qui se font happer parce qu'ils changent un pneu sur la route de nuit, ça n'arrivera plus parce que les systèmes automatiques ils vont les détecter et la voiture, elle va dévier. On a les communications de véhicule à véhicule. Donc, on peut s'imaginer que les vélos sont disposés d'une puce qui transmet un signal et qui est reconnue en tant que telle. Et les véhicules savent où sont les vélos. Donc, vous ne pouvez plus vous faire shooter de côté avec un changement de voie parce qu'ils n'ont pas vu le vélo. Parce que la voiture, elle sait qu'il y a un vélo. Elle va soit freiner ou laisser passer. Mais il y a des communications intelligentes de véhicule à véhicule. Et il y a aussi, du coup, aussi des communications qui ont lieu entre un véhicule et des objets. Et du coup, ça permet de mieux de repérer et reconnaître les endroits à risque et de ce qu'il peut avoir. Donc là, on voit quelques petits exemples. Maintenant, pour la personne âgée, il y a toute cette série d'éléments qui ont été évalués aujourd'hui et qui sont réellement des solutions qui améliorent la sécurité des conducteurs et des autres personnes. On a 3 grandes catégories qui existent. On a les assistances, on a le contrôle et on a tout ce qui est détection. Donc, le premier, tout ce qui est assistance, ça veut dire que simplement on va avoir un signal qui vous est donné. On vous donne une information et vous pouvez en tenir compte. Comme exemple, ce qu'on a, c'est par exemple le petit bip-bip quand on recule pour pas toucher.
Il y en a plein de différents qui existent. Ouais. Au niveau du contrôle, ce qui va se passer, c'est que le véhicule lui-même, automatiquement, il va dévier. Ça existe par exemple sur l'autoroute où la voiture, d'un coup, si elle commence à louvoyer, il y a un système automatique qui repère la ligne et automatiquement la voiture, elle est recentrée au milieu de la route. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment besoin de tout le temps contrôler le volant et on évite un petit peu ces louvoiements qui peuvent arriver aussi avec la fatigue puis d'autres phénomènes. Il y a d'autres contrôles, les contrôles de prise de courbe où l'ordinateur arrive à anticiper la vitesse d'un virage. Si on arrive trop vite dans le virage, la voiture, elle ralentit automatiquement. Elle sait qu'on ne va pas réussir à tenir la trajectoire parce qu'on arrive trop vite. Et les aides à navigation, qui va être une information qu'on va aussi dans les assistances, où on va nous dire où on va, ça, quasiment, nous tous, on les a déjà utilisés. Après, il y a une dernière catégorie qui est au niveau de la détection. Là, on est plus dans le monitoring. Donc cette dimension-là, l'idée est de pouvoir regarder ce qui se passe en permanence, puis vous donner un retour sur ce qui se passe, pour que vous puissiez réadapter votre comportement. Par exemple, si vous avez tendance à conduire quand vous êtes fatigué, il va vous le signaler, mais il vous le donne aussi en disant, voilà, quand vous conduisez à 4 heures, systématiquement, vous avez tendance à vous endormir. Puis ça, vous faites ce que vous voulez, mais probablement la moralité, c'est essayer d'éviter de conduire à cette période-là. Vous avez des coups de fatigue. Mais il y a aussi des systèmes maintenant qui arrivent à détecter les erreurs de conduite. Vous conduisez normalement, vous ne voyez pas, vous coupez un virage, vous ne cédez pas à la priorité. Et lui, il fait un monitoring, il arrive à savoir exactement quand on a fait toutes les erreurs, et il nous le dit à la fin. Et du coup, ça nous permet après de savoir, ah ben là, je fais des erreurs, il faut que je m'améliore, je vais aller voir un moniteur, ou que du coup, il y a un retour d'information pour qu'on puisse se corriger dans notre comportement. Donc là, on voit qu'il y a vraiment plein de nouvelles technologies, et certaines d'entre elles, elles sont en phase d'essai, ils sont sur des modèles relativement de luxe, donc des voitures coûteuses. Certaines, maintenant, commencent déjà à être en série. Par exemple, l'assistance au parking existe sur vraiment une grande gamme de véhicules. Il y a une autre dimension qui va révolutionner la conduite pour les personnes âgées, mais aussi pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est l'automatisation. On en a parlé légèrement. On a dit que la voiture elle arrive à se guider au centre de la route. On a par exemple, en décembre, le premier essai d'un transport public sans chauffeur à Sion. Ce qui fait que du coup, on a un véhicule, on n'a plus besoin de payer le chauffeur et il prend les passagers et il fait un petit trajet. Je crois qu'il va de la gare jusqu'à en haut à la place. C'était une phase d'essai, mais ce bus-là, maintenant, il est en vente et plusieurs villes s'intéressent, à la fois pour des raisons économiques, parce qu'on n'a pas besoin de payer un chauffeur, mais on va voir ça de plus en plus fréquemment, avoir des véhicules qui vont être autonomes. Il y en a un d'eux que vous connaissez tous, qui est le M2, donc le métro à Lausanne, où là aussi on n'a pas de conducteur. Et un troisième exemple qu'on peut donner, avec notre ministre du Transport, c'est la Tesla, qui aujourd'hui est dotée d'un système où elle se guide sur l'autoroute. Vous n'avez pas besoin c'est de pas recommandé de lâcher le volant, les gens ils le font, mais elle conduit tout seul sur l'autoroute ou même sur des routes où ce n'est pas trop compliqué. Il faut juste savoir que dans le développement de ces technologies, Google a développé une fausse ville, donc avec des carrefours, des maisons où les caméras peuvent détecter, mais il n'y a personne qui habite, il n'y a pas de vrais piétons, il n'y a pas de vrais gens qui circulent, pour essayer leur véhicule. Et ils louent cette ville aux autres constructeurs qui testent leur voiture. Donc on a une explosion au niveau du développement des systèmes automatiques, avec aussi des méthodes qui permettent de garantir une forme de sécurité, parce que c'est un énorme défi pour le futur, c'est qu'à partir du moment que la voiture elle est automatique, s'il y a un accident, qui c'est qui est responsable? Maintenant, dans les accidents actuels, 90% sont liés à une erreur humaine. Donc 90% des accidents. Par rapport à ce qu'on connaît des chiffres puis les évaluations, probablement quasiment la totalité, on arriverait à supprimer. Donc on va diminuer de 90% potentiellement les accidents. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Voilà les projections dans l'avenir par rapport aux véhicules autonomes. Donc on est en 2020, une utilisation mineure, et on va vraiment augmenter, on va passer à environ le 50% en 2040. C'est dans 25 ans, c'est demain, par rapport aux perspectives. C'est un changement très rapide et important. Et on voit qu'à partir de 2050-2060, on aura quasiment une généralisation des voitures automatiques. Et ça va révolutionner aussi la manière dont on voit les transports publics. C'est que vous n'aurez plus votre propre voiture, vous allez partager. Vos enfants, ce n'est pas vous qui allez les chercher à l'école, c'est la voiture qui va aller les chercher. Toute seule, elle n'a pas besoin d'avoir quelqu'un dedans. Qu'est-ce que sont donc du coup les perspectives? Comment est-ce que ça va s'intégrer? Alors premièrement, comme je viens de le dire, le défi majeur, c'est de faire accepter ces technologies.
Donc c'est de faire que d'un coup, on renonce à avoir soi-même le contrôle. Ça vient aussi, par exemple, est-ce que je fais confiance au signal sonore de ma voiture par rapport à un arrêt d'urgence? Est-ce que je veux que ma voiture freine ou est-ce que je veux le faire moi-même? Et je pense que certaines personnes vont être réticentes à la confiance qu'ils peuvent faire dans la technique. Et ça, c'est un énorme travail d'information qui se fait aussi par les gens dans le domaine de la santé pour assurer cette garantie, donner cette garantie. Le deuxième, c'est de changer notre mentalité et puis être prêt à être conduit, que ce soit un proche aidant ou que ce soit le système automatique de la voiture. Et dans la génération actuelle, qui a 80 ans, là, on a une forme de réticence par rapport à certaines identités que prennent le véhicule sur la personne. C'est un problème qui va en diminuant parce que grâce à tous les efforts fournis par la société, la reconnaissance de la contribution de la femme, aujourd'hui, je pense que c'est mal perçu quelqu'un qui considère qu'une femme ne devrait pas conduire ou autre. Mais j'ai quand même trouvé sur Internet, en mettant « conduite personne âgée », une image avec « voilà ce qui se passe quand les femmes sont au volant ». Donc je crois que cette stigmatisation, elle existe toujours. Dans les chiffres, les femmes sont des meilleurs conducteurs que les hommes par rapport au risque d'accident. Et dans la clinique, moi j'ai rencontré plusieurs situations où les femmes elles-mêmes préfèrent pas conduire du fait que leur mari en conduit tout le temps, et surtout c'est parce qu'elles n'aiment pas toutes ces remarques qu'ils font sur sa conduite. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui existe au niveau culturel. Je crois que c'est en train de changer, heureusement, et puis probablement dans les 10 et 15 prochaines années, on va avoir de plus en plus un équilibre dans la répartition des rôles. Mais si vous allez sur Internet puis vous regardez des photos de véhicules en mobilité, surtout dans le domaine de tout ce qui est santé, c'est très rare que vous voyez une femme au volant. C'est toujours l'homme qui conduit. Et ça, c'est quelque chose où aussi j'ai de la peine à comprendre. Et là, c'est aussi des messages que nous, on doit faire en sachant qu'il y a des stigmas et d'essayer de les inverser. Si une fois on utilise une image avec un conducteur, mettez une femme au volant pour que les gens s'habituent à le voir et puis que du coup, ça devienne habituel. Et ça, c'est un élément assez important. Et dernièrement, ce n'est pas parce qu'on parle de la mobilité au niveau d'un véhicule qu'il faut négliger tout ce qu'il y a autour. Et c'est une chose d'arriver à un endroit, mais une fois que j'y arrive, il faut pouvoir accéder, il faut pouvoir se déplacer, donc la marche est importante, les éléments d'assistance. Si j'ai un besoin d'un fauteuil roulant ou d'autres choses, on peut le mettre dans la voiture, je dois pouvoir accéder au bâtiment au travers. Et là, au niveau des technologies, il y a aussi des améliorations, mais aussi au niveau de l'information avec tout ce qui est téléphonie et autres, où il y a des recensements, de telle manière à ce que les gens puissent savoir quel coiffeur je peux y accéder sans qu'il y ait des escaliers, où est-ce que je peux aller. Et ça, je pense, c'est aussi quelque chose qui va beaucoup évoluer dans les prochaines années. Et ça permet aussi de faire la transition avec le chapitre suivant, qui est justement comment utiliser et qu'est-ce que sont ces technologies.